Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Le Conseil général d'Indre-et-Loire vote la fermeture du collège Pasteur à Tours. C'est désormais officiellement acté malgré la mobilisation des parents d'élèves et des enseignants. Les élus étaient réunis aujourd'hui en session. Nous ferons un point sur les dossiers abordés avec notre invité, le président du Conseil général, Frédéric Thomas. Le Front National est-il en pleine tourmente? Toujours est-il que 5 de ses cadres démissionnent ou abandonnent leurs fonctions. Il serait reproché à la nouvelle présidente un rapprochement avec les groupes identitaires tels Vox Populi. Et puis à la fin de ce journal, vous découvrirez en avant-première la nouvelle exposition du musée des Beaux-Arts de Tours, exposition de dessins italiens et français de l'époque moderne en provenance des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Les élus du Conseil général d'Indre-et-Loire étaient donc réunis aujourd'hui pour la première session, après l'annonce de la fermeture du collège Pasteur de Tours. C'est aujourd'hui que les élus procédaient au vote. À cette occasion, parents d'élèves et enseignants s'étaient rassemblés ce matin devant l'instance départementale. Conclusion, un vote majoritairement pour la fermeture, 22 contre 14 contre et une abstention. C'est un quartier qui effectivement concentre beaucoup de familles en difficulté. C'est justement là où il faut mettre tous les moyens pour qu'il y ait un service public qui soit le plus fort possible. Et puis bien sûr un service de l'éducation nationale le meilleur possible. On doit donner plus de moyens à ce collège, on doit tout faire, on aurait dû faire pour qu'il redémarre. Nous arrivons à un point où nous avons 96 enfants, 96 collégiens sur un collège qui peut en accueillir plus de 400. Nous ne pouvons plus maintenir cette situation car nous avons une mixité sociale qui n'est plus respectée. Il est très difficile d'assurer une diversité de l'enseignement dans cet établissement. Et puis, nous allons aller vers une diminution encore de cet effectif si nous laissons la situation faire. Sur d'autres collèges, Richelieu, le Grand Pressigny, peut-être demain Nouat, il y a eu des solutions alternatives à la fermeture, avec ce qu'on appelle l'école du socle, en mêlant un peu de primaire et un peu de secondaire. Je pense que des voies pouvaient être explorées. Et je suis contre le fait de traiter à l'unité. On a 56 collèges, il faut avoir une approche globale. Et ici, on a une approche partielle, une approche tronquée. C'est ce que je regrette. Et dans les autres dossiers abordés ce jour en session, il y a celui de la contractualisation, un terme un peu technique, mais qui signifie un changement dans l'action du département au cœur des territoires. Le Conseil général veut plus de concertation et plus d'efficacité de la politique en matière de développement des territoires. Jérôme Alain. Mieux coordonner l'action du Conseil général, c'est bien l'objectif avoué de la contractualisation qui verra le jour concrètement début 2014. Avant cela, des contrats départementaux de développement solidaire seront signés avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale avec pour orientation ciblée l'emploi et la solidarité, l'économie, l'environnement, la mobilité et le tourisme. L'objectif ici, c'est de repositionner le Conseil général dans ses politiques en adoptant une attitude de rupture par rapport aux politiques menées auparavant. Plus de guichets, mais maintenant de la négociation, du dialogue et la considération des territoires tels qu'ils sont, c'est-à-dire être capable de mener des politiques différentes selon les territoires auxquels on s'adresse. L'opposition était ce matin plutôt favorable au projet, mais regrette le manque de temps consacré à la concertation. J'ai dit oui, mais oui sur le principe, parce que c'est une chose intéressante, mais on n'a aucune modalité précise. Même l'enveloppe globale de 25 millions par an n'est pas garantie. C'est pour ça que je ne peux pas consentir à ça, et j'ai dit clairement qu'il fallait revoir les choses. Et au-delà du manque d'ambition et d'une enveloppe budgétaire incertaine relevée par l'opposition départementale, le redécoupage des cantons courant 2014 pose aussi question dans les futurs projets de territoire. Le passage de 37 cantons actuels à une petite vingtaine redessinera forcément les actions du département, sans pour autant modifier les objectifs de dialogue et de concertation d'un développement durable et solidaire. Et je vous rappelle que Frédéric Thomas, le président du Conseil général, est notre invité. Rendez-vous à la fin de ce journal. En bref, c'est aujourd'hui que devait entrer en fonction dans le Loir-et-Cher le radar embarqué nouvelle génération, comme dans une vingtaine d'autres départements. Entrée en fonction retardée dans le Loir-et-Cher pour cause d'ajustement technique du matériel. Ce nouveau type de radar devrait être opérationnel d'ici une quinzaine de jours. Comment concilier vie nocturne et qualité de vie pour les habitants? C'est un petit peu la question qui se pose autour du Grand Théâtre à Tours, un quartier résidentiel, mais où il existait un club de striptease. Celui-ci a fermé il y a quelque temps, mais un projet de reprise existait avec un tout autre concept. Seulement voilà, la mairie de Tours l'a refusé. Les repreneurs ne comprennent pas. Les explications, Bastien Mathieu.
Voilà maintenant 5 mois que Pascal Guilbert et Frédéric Inizan ont racheté ce qui s'appelait le Triangle d'Or. L'ancienne boîte de striptease fermée depuis 2011 est située en face du Grand Théâtre de Tours, rue de la Sellerie. Ayant l'intention d'en faire un cabaret, les deux amis se sont vus refuser la construction des travaux par la mairie. Explication avec Alain Dayan, adjoint au maire en charge du commerce. Je pense qu'il est surtout incompatible au niveau des différentes règles en vigueur pour un établissement de ce type. En particulier, l'ouverture jusqu'à 4 heures du matin implique un certain nombre de contraintes qui ne peuvent pas être remplies dans ce local. Alors on nous reproche de pouvoir nuire au quartier, ça veut dire de peut-être faire des nuisances sonores. Voilà, dans ce quartier tranquille de la rue de la Sellerie. En même temps, ce lieu a toujours existé, depuis 1945, ça a été un établissement de nuit. Situé à proximité d'un hôtel, il semblerait que la présence d'un lieu de nuit tel que l'Électron Libre, le nom du futur cabaret, ne soit pas souhaité. Pascal Guilbert et Frédéric Inizan se retrouvent donc locataires d'un établissement qu'ils ne peuvent pas faire tourner. Les deux hommes ont déjà dépensé 30 000 €, dont une bonne partie pour l'obtention de la licence 4, l'autorisation permettant de vendre des boissons alcoolisées. Désormais au chômage, ils espèrent bien que toute cette histoire va vite s'arranger. Ça aurait été intéressant que je pense que la mairie étudie un petit peu de plus près notre projet, mais j'ai l'impression que de toute façon on l'a fait parvenir au maire, à monsieur Lagière, on n'a jamais pu les rencontrer. Je pense de toute façon qu'ils n'ont même pas lu le projet, voilà, que les pressions elles viennent d'ailleurs. Reste maintenant à la justice de faire son travail. Les deux Tourangeaux ont en effet décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif. Ce sera alors à lui de trancher. La décision devrait tomber dans les 2 années à venir. D'ici là, Pascal et Fred devront prendre leur mal en patience. On en vient à la politique et cette question, que se passe-t-il au Front National d'Indre-et-Loire? Plusieurs cadres viennent d'abandonner leurs fonctions, un autre va démissionner. Il s'agit de Fabien-Emmanuel Poussard, le candidat du parti à Tours lors des dernières législatives. Il reproche à la nouvelle présidente son autoritarisme et une volonté de se rapprocher des mouvements identitaires. Les explications, Brian Bock. Le FN d'Indre-et-Loire est-il dans la tourmente ? Depuis que le chef de file de Tours, Fabien-Emmanuel Poussard, ne souhaite pas renouveler son adhésion, la question se pose. En programmant ainsi sa démission du parti, il s'oppose désormais à la nouvelle présidente. Nous sommes passés au Front National et au Bureau fédéral, nous sommes passés entre le trop mou au trop raide. Trop mou avec l'ancien secrétaire départemental Gilles Godefroy, et au trop raide avec une personne que je qualifierais de psychorigide dans son management humain auprès des adhérents et des cadres. C'est donc Véronique Péan qui est directement visée. Au bureau du parti à Tours, la décision de Fabien-Emmanuel Poussard passe comme un non-événement pour la concerner, comme pour l'ancien leader FN dans le département. Ça ne m'émeut pas, ça ne me trouble pas, ça ne me handicape pas, ni moi, ni le Front National 37. C'est l'évolution même. Dans chaque groupe, il y a des choses comme ça qui se passent. Quand M. Poussard veut donner sa démission, qu'il donne sa démission. C'est tout. Autre reproche de Fabien-Emmanuel Poussard, un éventuel rapprochement entre le FN et le groupe identitaire Vox Populi pour les municipales de 2014. La réponse désintéressée est plutôt claire. Pour le moment, aucun pourparler, la question ne se pose pas. On est à 1 an de l'échéance électorale. Je pense que nous avons le temps d'y penser. Pour l'instant, je n'ai pas été contacté dans ce cadre ni par le Front National ni par d'autres structures. Il est certain que mon mouvement participera à ces élections. Maintenant, avec qui, je ne l'ai pas encore décidé. Je reste sur la position du Front National, qui ne se rapproche de rien ni de personne, mais qui a une vocation à rassembler le plus grand nombre possible de Français, donc des Français qui viendront de l'UMP, du PS, des souverainistes et de tout bord. Fin de l'épisode. Fabien-Emmanuel Poussard quitte ainsi le FN le 21 mars prochain et créera, selon ses termes, non pas un parti politique, mais un nouveau mouvement à Tours. De son côté, le FN prépare la venue prochaine, d'ici fin avril, de Marine Le Pen. En bref, 7500 clients du Chinonais privés d'Internet. La faute à une pelleteuse qui a arraché un câble de fibre optique de France Télécom. Cela s'est passé tout à l'heure à Rive-à-Rennes. Une vingtaine de communes de l'ouest de l'Indre-et-Loire est impactée, abonnés d'Orange et d'autres opérateurs. Une réparation de fortune ce soir devrait permettre d'alimenter à nouveau les foyers touchés.
Ils étaient partis en Normandie pour venir en aide aux sinistrés de la route, victimes de la neige. La dizaine de pompiers d'Indre-et-Loire est rentrée aujourd'hui. Retour des pompiers chez eux à jouer les tours. Ils étaient accompagnés de 5 véhicules type feu de forêt que vous venez de voir. Écoutez plutôt le lieutenant Barneau, le commandant des opérations sur place. Il est au micro de Sabrina Mellout. On a peine à croire quand on nous dit qu'on va avoir des murs de neige de 1,50 m à 2 mètres. Nous étions confrontés à un phénomène météo exceptionnel. D'une part, puisqu'il y avait de fortes précipitations de neige, et également un fort vent sur zone, ce qui a généré de grosses congères. Donc par exemple, pour un feu de bâtiment agricole, nous avons mis environ 3/4 d'heure, 1 heure pour arriver sur les lieux. Et retour à la maison également pour une dizaine de pompiers du Loir-et-Cher, partis eux aussi en Normandie. On termine ce journal avec la dernière expo du musée des Beaux-Arts de Tours. Vernissage ce soir et visite en avant-première dans ce journal. Cette expo s'appelle Désigno et couleurs. Il s'agit de dessins italiens et français du XVIe au XVIIIe siècle. C'est surtout un événement. C'est la première fois qu'une institution française est associée aux grandes expositions de dessins des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Sabrina Mellout. Des dessins qui racontent la Renaissance italienne, différentes techniques sur des feuilles dont les coups de crayon ont couru du XVI au XVIIIe siècle. Après avoir entamé en 2005 une exposition du travail de différentes écoles, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont fait escale à Tours. Une première, mais au-delà, une exposition qui reste exceptionnelle. Les dessins, les œuvres d'art sur papier ne peuvent pas être exposés tout le temps, vu leur fragilité. Donc, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, comme dans beaucoup de musées, on fait des sélections régulièrement de notre collection et on montre ça au public. Académie de Florence, Bologne ou Venise, ces dessins évoquent de façon inédite le processus créatif des artistes, qui aboutira un peu plus tard à une peinture, une fresque ou une sculpture. Une mémoire artistique riche qui n'avait encore jamais été présentée à Tours. À ce jour, c'est la première exposition qui permet au public de Tours de pouvoir profiter d'une telle collection de dessins anciens et notamment de dessins XVIe, puisque la collection du musée de Tours est certes importante en nombre, puisque nous avons 4000 dessins, mais c'est une collection qui est très orientée sur la fin du XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle. Au total, 75 dessins français et italiens se répondent. Des œuvres d'une grande qualité que le musée des Beaux-Arts de Tours a su être le premier à captiver. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie de Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Il est notre invité, à tout de suite.